Je m'appelle Alicia Faure, j'ai 34 ans, et je pensais avoir tout fait pour ma sœur. J'étais devenue directrice marketing, j'avais acheté une maison à Dijon pour qu'elle puisse y vivre sans payer de loyer après la mort de nos parents, il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Je voulais la garder près de moi, lui donner une chance de construire sa propre vie. Mais tout a basculé le jour où je me suis gravement blessée au travail, chute, fémur et cheville en miettes. Clouée au lit, incapable de bouger, je dépendais d'elle pour les moindres choses, un verre d'eau, récupérer mon téléphone. Elle était tout ce que j'avais, vivant dans la maison que je payais. Au bout de 6 semaines, tout a craqué. J'ai renversé mon café et elle a explosé en hurlant. On n'est pas tes servantes. Ces mots m'ont giflé. Brut, venimeux, comme si elle les retenait depuis toujours. Je suis restée figée, la douleur dans ma jambe battant au rythme de la trahison. J'avais tout donné pour elle, et là, je voyais une étrangère. La colère, l'ingratitude. C'était plus insupportable encore que la fracture. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai donné 5 minutes pour faire ses valises et partir. Ce qui s'est passé ensuite? Une histoire de loyauté brisée, de confiance trahie, et d'un choix qui a tout changé. Restez jusqu'au bout pour découvrir jusqu'où je suis allée pour reprendre ma vie en main. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous croyez, laissez-moi un commentaire. Partagez votre histoire. Et cliquez sur j'aime si vous voulez savoir la suite. En grandissant à Dijon, notre famille ressemblait à une photo parfaite. Mon père, Robert Faure, était mon plus grand supporter. Après l'école, il s'asseyait avec moi pour m'aider en maths, me répétant que je pouvais tout devenir, médecin, avocate, même chef d'entreprise. Tu as la tête pour ça, Alicia, disait-il, les yeux brillants de fierté. Ma sœur, 6 ans plus jeune, recevait la même énergie. Papa la soulevait dans ses bras en lui promettant qu'elle changerait le monde. Pour lui, il n'y avait pas de limite. Mais maman, Patricia Faure, voyait les choses autrement. Elle nous comparait sans cesse, me dressant contre elle. Pourquoi tu n'es pas plus comme Alicia? Lançait-elle quand Brigitte, ex-Brooke, avait de mauvaises notes. Puis elle se tournait vers moi. Ta sœur est tellement créative, toi tu es trop sérieuse. Ça piquait, mais je faisais semblant de ne rien entendre, décidée à prouver ma valeur. Ces comparaisons ont planté des graines de jalousie que je n'ai pas vu pousser. Papa était prof de lycée, maman guichetière à la banque. On n'était pas riches, mais on vivait bien dans notre pavillon à 2 étages. Je passais mes soirées à aider Brigitte avec l'orthographe, essayant d'être le modèle qu'elle pouvait admirer. Elle riait, ses couettes sautillant, et je me sentais utile. Mais les paroles de maman restaient, enfonçant en elle l'idée qu'elle n'était jamais assez. Tout a basculé quand j'avais 31 ans. Un chauffard-ivre a pris la vie de mes parents en un seul instant. J'ai reçu l'appel en pleine nuit, les mains tremblantes en entendant la voix de l'agent. Brigitte avait 25 ans, vendeuse à temps partiel dans un magasin de vêtements. Elle s'est effondrée, incapable de sortir du lit pendant des semaines. J'ai pris le relais, non seulement comme sœur, mais comme pilier de famille. J'avais déjà un poste solide de directrice marketing dans une maison de mode à Dijon. Mon salaire à 6 chiffres me permettait d'assurer. Alors j'ai acheté une maison de 3 chambres en banlieue, 90 000 € d'apport, un crédit que je pouvais gérer. Moderne, spacieuse, une chambre pour Brigitte, une chambre d'amis, un bureau pour moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait y vivre sans payer de loyer, sans condition pour l'aider à se reconstruire. Au début, elle était reconnaissante. Elle me serrait dans ses bras en promettant de me rendre l'appareil un jour. J'y ai cru. J'étais persuadée qu'on formait une équipe, prête à se reconstruire après la perte de nos parents. Mon travail me prenait des heures interminables, réunions clients, échéances de campagne. Mais je veillais à ce que Brigitte ne manque de rien. Avec son petit salaire de vendeuse, elle peinait à payer ses charges. Alors je couvrais les factures, les courses, même son forfait téléphonique. Concentre-toi sur ton avenir, lui disais-je, reprenant les mots de papa. Elle hochait la tête, mais parfois, je voyais une ombre dans son regard. De l'envie peut-être, ou de la frustration. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était encore le deuil. Mais les blessures laissées par les comparaisons de maman s'étaient installées, et Brigitte les portait plus profondément que je ne le croyais. Je pensais qu'en lui offrant un foyer, je la rapprocherais de moi, comme papa l'avait toujours voulu. Mais les rancunes d'enfance couvaient encore, prêtes à exploser. J'ai continué à travailler, à payer, à espérer qu'elle trouverait sa voie. Sans voir que je me trompais lourdement. Tout a volé en éclats un mardi après-midi, au bureau. Je descendais les escaliers, talons claquants, tête déjà dans mon prochain rendez-vous. Et soudain, une marche mal fixée, un instant de distraction, et je me suis retrouvée projetée contre la rambarde métallique.
Une douleur fulgurante a traversé ma jambe. J'ai essayé de me relever, mais ma jambe droite a cédé et je me suis effondrée, suffocant. Mes collègues se sont précipités autour de moi, leurs voix affolées. À l'hôpital, la chirurgienne orthopédiste, Dr Patricia Valois, m'a annoncé le verdict, fémur fracturé, cheville pulvérisée. Vous en avez pour 3 à 4 mois de convalescence, m'a-t-elle dit d'une voix ferme mais calme. Vous serez alité au moins 6 semaines, peut-être plus. Les mots de la docteure Valois tournaient dans ma tête. Piégée dans la maison pour laquelle j'avais tant travaillé. C'était un cauchemar. De retour chez nous, Brigitte a d'abord semblé prendre les choses en main. Elle a déplacé ses affaires dans le salon, pour être plus près de moi. Je suis là pour toi, a-t-elle dit d'une voix douce, mais avec un sourire forcé, en calant des oreillers sous ma jambe. J'ai ressenti de la gratitude, même si son regard m'a laissé mal à l'aise. Ma chambre est devenue mon monde entier. 4 murs qui se refermaient sur moi. Je ne pouvais pas marcher, pas me laver seule, pas même prendre un verre d'eau. Les antidouleurs m'engourdissaient, mais je continuais à travailler. Mon ordinateur posé sur un plateau, je participais aux réunions en visioconférence, je répondais aux mails, j'ajustais mes campagnes publicitaires, tout ça depuis mon lit. Mon patron était compréhensif, mais je sentais la pression, prouver que je ne lâchais pas. Au début, Brigitte était là chaque jour, repas, téléphone ramassé, oreiller replacé. Mais dès la 2e semaine, son comportement a changé. Elle soupirait quand je demandais quelque chose. Ses gestes devenaient secs, agacés. « Tu peux prendre mon chargeur ?» Elle levait les yeux au ciel avant de partir. Un soir, j'ai renversé un verre d'eau. « Tu devrais faire plus attention » a-t-elle lâché, la voix dure. Pas méchante, pas encore, mais tranchante. Je me disais qu'elle était épuisée, qu'elle jonglait entre son travail de vendeuse et mes besoins. Je ne voulais pas paraître ingrate. Après tout, j'avais payé la maison, les factures, tout ce qui lui permettait de vivre tranquille. Mais la tension montait. Comme une fissure dans un barrage. Une nuit, pendant un appel client, j'ai entendu sa voix derrière le mur. Elle parlait au téléphone, pensant que je ne l'entendais pas. C'est épuisant, je fais tout pour elle. Mon cœur s'est serré. J'étais donc un poids ? J'ai essayé de me convaincre qu'elle se défoulait, que ce n'était que de la fatigue. Mais au fond, je savais, quelque chose clochait. À la 3e semaine, ses attentions sont devenues lourdes, presque hostiles. Quand je demandais un verre d'eau, elle posait la bouteille d'un geste sec, en marmonnant. Je ne suis pas ta bonne. Je me suis tue, incapable de me défendre, coincée dans mon lit, ma jambe en feu sous le plâtre. Mais ses refus se firent plus clairs. Un matin, je lui ai demandé mes médicaments. Elle a croisé les bras. Tu ne peux pas les attraper toi-même ? Le flacon était posé à quelques centimètres de ma main, hors d'atteinte. J'ai souri faiblement pour apaiser, mais à l'intérieur je bouillonnais. Comment pouvait-elle agir ainsi sous le toit que je lui offrais ? Puis un soir, j'ai entendu pire. J'étais assise dans mon lit, tapant un mail, quand la voix de Brigitte a traversé les murs. Elle parlait avec son amie Monique. C'est comme si j'étais sa servante. Elle est un poids, toujours à avoir besoin de quelque chose. Un poids. Le mot m'a transpercé. Moi qui lui avais tout donné, une maison, la liberté de ne rien payer. Et voilà comment elle me voyait. Je suis restée là, les draps crispés entre mes doigts, la gorge serrée. Ces mots m'ont rongé des jours entiers. Chaque geste d'elle, chaque plateau posé un peu trop loin, chaque réponse sèche devenait une confirmation. Elle me méprisait. J'étais piégée. Non seulement par mon corps brisé, mais aussi par la distance grandissante avec ma propre sœur. Trop fière pour l'affronter, trop faible pour me rebeller, je laissais la blessure s'envenimer. Et je me demandais, avait-elle toujours été ainsi ? Était-ce moi qui n'avais jamais voulu voir ? Les comparaisons de maman l'avaient-elles marqué plus que je ne l'imaginais ? Je ne pouvais pas y penser trop longtemps. Toute mon énergie passait dans la survie, le travail, et ce rôle d'illusion, tout va bien. Puis Wendy, ma meilleure amie depuis la fac, est venue me voir. Elle est entrée dans la chambre avec son sourire habituel, mais il s'est effacé aussitôt. Elle a jeté un regard inquiet vers la cuisine, où Brigitte claquait les placards comme pour nous narguer. Wendy s'est assise près de moi, ses yeux se plissant. « Il y a un problème ici » a-t-elle murmuré. J'ai hésité puis je lui ai parlé des soupirs, des regards, des remarques. Pas du mot poids. J'avais trop honte. Elle m'a écouté, le visage fermé. Surveille-la, Alicia. Elle n'agit pas comme une sœur. Fais attention. Ces mots m'ont glacé. Ce n'était pas juste du stress. C'était de la rancune. Et je commençais à me demander jusqu'où elle pouvait aller. 6 semaines après l'accident, tout a explosé. Un jeudi matin.
J'étais assise dans mon lit, un mug de café à la main, tapant un mail. Mes mains, encore tremblantes à cause des antidouleurs, ont glissé. La tasse s'est renversée, le café s'est répandu sur les draps. Je suis restée figée, espérant que Brigitte ne l'ait pas vu. Mais elle était déjà sur le pas de la porte, le visage crispé d'agacement. « On n'est pas tes servantes. » A-t-elle hurlé, sa voix tranchant le calme du matin. Je l'ai regardée, stupéfaite. Elle restait plantée là, les bras croisés, refusant de m'aider. « Débrouille-toi toute seule, a-t-elle lancé avant de tourner les talons. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Toute cette rancune accumulée explosait enfin. Ma poitrine s'est serrée sous le choc, mais la colère a jailli plus fort que la douleur. Moi qui avais donné un toit à Brigitte, payé toutes les factures, et elle ne pouvait même pas attraper une serviette. J'ai craqué. Tu as 5 minutes pour faire tes affaires et partir, ai-je dit d'une voix basse mais ferme malgré la douleur qui battait dans ma jambe. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai répété plus fort, ma colère couvrant la peur d'être seule. J'ai tout fait pour toi, et voilà comment tu me traites. L'air vibrait, saturé d'années de non-dits. Le visage de Brigitte s'est empourpré et elle a commencé à hurler à son tour, m'accusant d'utiliser la maison comme une arme, de me croire meilleure qu'elle. Je lui ai répondu, la voix tremblante. Tu vis ici gratuitement et tu me traites de poids. Les mots volaient comme des couteaux. Dans le feu de la dispute, j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier une notification bancaire, chose que je n'avais pas faite depuis des semaines. Mon cœur s'est arrêté. Des transactions inconnues. 5 000 € dans une boutique de luxe. 2 000 € pour un nouveau téléphone. 3 000 € en sac de créateur. Tu as pris mon argent? Ai-je demandé en brandissant l'écran. Le visage de Brigitte est devenu livide, sa bouche s'ouvrant et se refermant. Puis elle a craché, défiant. Je le méritais. Tu passes ton temps à exhiber ton succès, à me rabaisser. J'avais besoin d'avoir quelque chose pour moi. J'étais sans voix. Sa trahison m'a transpercé plus profondément que ses mots. Elle avait volé mes comptes alors que j'étais clouée au lit, incapable de vérifier. J'ai pointé la porte d'un doigt glacé. Dehors. Maintenant. Elle n'a pas reculé, m'inondant d'insultes, me reprochant tout, la mort de nos parents, ses galères, mes exigences. Mais j'étais arrivée au bout. Tu n'as plus rien à dire. Pars, ou j'appelle la police. Ses yeux ont lancé des éclairs. Elle a attrapé un sac, fourré des vêtements à la va-vite, et a claqué la porte en sortant. Le silence est tombé. Le vide. Mon cœur battait fort. J'étais seule, toujours prisonnière de mon lit, la jambe douloureuse, le cœur brisé. Brigitte était partie, et avec elle, l'illusion de la sœur que je croyais connaître. Je suis restée là, à fixer les draps tachés de café, me demandant comment on en était arrivé là. Une semaine plus tard, Wendy et moi avons commencé à remettre la maison en ordre. J'étais toujours en fauteuil, mais elle insistait pour m'aider à bouger les cartons, à alléger l'atmosphère lourde. En fouillant un tiroir, elle a trouvé une clé USB poussiéreuse. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé en la tenant. Par curiosité, nous l'avons branchée à mon ordinateur. Une vidéo s'est lancée. Une vieille cassette, filmée avec notre caméscope d'enfance. Papa et maman, assis sur le canapé, souriant, leur voix douce. Alicia, Brigitte, disait maman. On veut que vous vous aimiez toujours. Soyez la l'une pour l'autre. Rendez-nous fiers. Papa hochait la tête, ajoutant. Vous êtes si fortes toutes les deux. Construisez quelque chose de beau ensemble. L'écran est devenu noir. Le silence a rempli la pièce. Ma gorge s'est serrée, les larmes aux yeux. Je les avais déçus, n'est-ce pas? La fraternité qu'ils espéraient n'était plus. Je repassais la vidéo dans ma tête, entendant la voix de maman, voyant le sourire de papa. Avais-je été trop dure en expulsant Brigitte? Une part de moi craignait de l'avoir brisée. Mais une autre murmurait que c'était peut-être nécessaire. Un électrochoc pour elle comme pour moi. Peut-être qu'en la coupant, je nous libérais toutes les deux. Pourtant, la culpabilité me rongeait, se mêlant à la douleur de sa trahison. J'avais tout donné, un foyer, une stabilité, et elle avait volé mon argent. Était-ce mal d'avoir espéré qu'elle change? Ou était-ce la rupture finale qu'il fallait? Je n'avais pas de réponse. Seulement des questions qui m'empêchaient de dormir. Déterminée à comprendre l'ampleur de ses actes, j'ai fouillé mes comptes bancaires plus en profondeur. Avec l'aide de Wendy, j'ai épluché chaque relevé. Les chiffres ont confirmé mes pires craintes. 10 000 € transférés pour rembourser sa carte bancaire. Achat de vêtements de luxe, bijoux, un week-end spa. Je suis restée là, les mains tremblantes. Elle n'avait pas seulement pris mon argent.
Elle avait vécu une vie que je payais, tout en me traitant de poids. Wendy a posé une main sur mon épaule, sa voix douce mais ferme. Tu ne méritais pas ça. Elle a fait ses choix. Ces mots m'ont réchauffé un instant, mais la blessure restait plus vive que la douleur dans ma jambe. C'est là que j'ai su que j'avais besoin d'aide pour tout digérer. Wendy m'a recommandé un thérapeute, le docteur Daniel Caron, spécialiste des traumatismes familiaux. J'ai réservé une séance en ligne, nerveuse mais décidée à démêler ce nœud d'émotions, la culpabilité d'avoir échoué nos parents, la colère contre Brigitte, la douleur de sa trahison. Le docteur Caron m'a écouté, sa voix calme manquant peu à peu. Vous portez beaucoup de choses, m'a-t-il dit d'un ton apaisant. C'est normal de te sentir coupable, mais tu n'as pas brisé ce lien toute seule. Les paroles du docteur Caron résonnaient encore en moi. Les actes de Brigitte ont des conséquences. Il m'a conseillé d'écrire mes pensées, de tenir un journal pour retrouver un équilibre, une identité en dehors de cette relation toxique. J'ai quitté la séance plus légère. Pas guérie, mais pleine d'espoir. Brigitte était partie. La vérité avait éclaté. Il ne restait plus qu'à découvrir qui j'étais sans son ombre. Mais sa trahison, m'avoir volé 10 000 euros, ne pouvait pas rester impunie. J'ai contacté ma banque, les mains tremblantes, expliquant les transactions frauduleuses. La conseillère a fouillé les dossiers, virement vers la carte bancaire de Brigitte, achat de luxe, vêtements, sacs. Nous allons déposer un signalement pour fraude, m'a-t-elle dit d'une voix professionnelle mais compatissante. Cela pourrait impacter gravement son crédit. J'ai hésité. Le visage de mes parents, dans la vidéo retrouvée, s'est imposé à moi. Leur appel à rester unis. Mais Brigitte avait franchi une limite. J'ai hoché la tête. Allez-y. Quelques jours plus tard, j'ai appris que ses comptes avaient été gelés, son crédit entaché. Elle devrait désormais survivre sans mon filet de sécurité. Avec Brigitte partie, je ne pouvais pas tout gérer seule. Toujours clouée au fauteuil, jambes plâtrées, Wendy m'a mis en relation avec Pamela Morin, une infirmière à domicile au sourire chaleureux et aux gestes rassurants. Pamela est arrivée la semaine suivante, m'aidant pour les tâches du quotidien, me laver, m'habiller, aller aux toilettes. Toutes ces choses que Brigitte me reprochait de lui demander. Tu t'en sors très bien, m'encourageait Pamela en ajustant doucement mon attelle. Sa bienveillance adoucissait ma dépendance, mais je savais qu'il fallait aller plus loin. Mon médecin m'a adressé à Julien Ray, un kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation post-fracture. Ces séances étaient épuisantes. Pas à pas, répétait-il, me soutenant tandis que je serrais les barres parallèles, la sueur me coulant sur le front. Chaque exercice me rappelait le chemin à parcourir, mais aussi celui déjà accompli. À travers tout ça, Wendy est devenue mon ancre. Elle passait presque chaque jour, m'aidant à réorganiser la maison, déplacer des meubles, installer une rampe, trier les papiers que Brigitte avait laissés éparpillés. Un soir, autour d'une pizza, Wendy m'a regardé sérieusement. Tu as porté Brigitte trop longtemps. Il est temps de penser à toi, ta santé, ta carrière, ta paix intérieure. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Elle avait raison. J'avais passé des années à mettre ses besoins avant les miens, persuadée que c'était mon rôle d'aîné. Avec elle, j'ai instauré de nouvelles routines, étirements matinaux avec Pamela, organisation du télétravail, moments simples à lire un livre sans craindre le chaos de Brigitte. Petit à petit, je recommençais à me sentir moi-même. Plus seulement une sœur qui répare. La vérité la plus dure m'est apparue dans les silences, je ne pouvais pas sauver ma relation avec Brigitte. J'avais tout tenté, payer ses factures, lui offrir un toit, espérer qu'elle devienne la sœur que nos parents voulaient. Mais ses choix, voler, mentir, me blâmer, prouvaient qu'elle n'était pas prête à changer. J'ai pensé l'appeler, lui offrir une dernière chance. Mais les paroles du docteur Caron me sont revenues. Tu ne contrôles pas ses choix, seulement tes limites. Je l'ai imaginé dehors, luttant seule, croulant sous ses dettes. Une part de moi a eu mal pour elle. Mais j'avais assez donné. La laisser partir, ce n'était pas seulement me protéger, c'était accepter que certains liens, même familiaux, ne peuvent pas être forcés. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de la maison une dernière fois. Le panneau à vendre planté devant la pelouse parfaitement tondue. J'ai signé les papiers, décidé à tourner la page. Cette maison était trop grande pour moi seule, trop lourde de souvenirs et de trahisons. J'ai acheté un petit appartement au centre de Lyon, proche de mon bureau, proche d'un nouveau départ. Haute fenêtre, balcon cosy, juste assez d'espace pour reconstruire ma vie sans les échos du passé. Le jour du déménagement fut amer et doux à la fois. Mais en déballant mes cartons, une légèreté nouvelle m'a envahi. Je n'avais plus parlé à Brigitte depuis son départ. J'avais choisi de ne pas le faire. Pas de SMS. Pas d'appel.
Pas de tentative de réconciliation. Par une connaissance, j'ai appris qu'elle peinait à joindre les deux bouts, multipliant les heures en magasin pour rembourser ses dettes après le gel de ses comptes. Une part de moi a voulu tendre la main, mais je me suis arrêtée. Le docteur Caron avait raison, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous respecter. Brigitte m'avait montré qui elle était, le vol, la rancune, le refus d'assumer. Alors j'ai tiré un trait. Définitivement. J'ai bloqué son numéro, supprimé ses réseaux, fermé la porte à une relation qui m'avait vidé trop longtemps. Wendy et mes autres amis sont devenus ma bouée. Wendy m'a aidé à m'installer, et nous avons même organisé une petite pendaison de crémaillère avec nos amis de fac. Leurs rires ont rempli mon nouvel appartement, contraste éclatant avec les cris et les tensions de mon ancienne maison. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail, reprenant des projets de marketing avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Ma jambe guérissait enfin grâce aux séances de kiné avec Julien Rey, et je pouvais marcher de courtes distances sans douleur. J'ai même recommencé à courir, de petits tours lents dans le parc près de mon appartement, sentant mes forces revenir peu à peu. Wendy m'accompagnait parfois, m'encourageant alors que je dépassais mes limites. « Tu es inarrêtable maintenant », lança-t-elle un matin, son sourire éclatant. Son soutien et celui de mes amis me rappelaient que je n'étais pas seule. Que la famille pouvait se choisir, pas seulement se subir par héritage. En y repensant, j'avais appris une leçon dure mais nécessaire. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. J'avais passé des années à croire que la famille signifiait porter le poids de Brigitte, peu importe à quel point cela m'écrasait. Mais la vraie famille ne se résume pas au sang. Elle se construit sur le respect mutuel, la confiance et la responsabilité. Brigitte avait brisé cette confiance, et j'avais dû me choisir, moi, plutôt qu'un lien toxique. Ce choix n'était pas une vengeance, ni de la cruauté. C'était simplement protéger ma paix, mon avenir. Et alors que je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher à l'horizon, je me sentais enfin entière. Les cicatrices étaient là, mais elles ne me définissaient plus. J'étais prête à avancer, forte de cette vérité, je mérite une vie construite selon mes propres termes.